Hey, bonjour tout le monde. Encore une fois, au salon Chasse-Pêche Camping plein air de Saint-Hyacinthe. On est, écoutez, avant d'oublier, on like, on subscribe, on partage. Je suis présentement avec Michel Lahaye. On dit ça comme ça, Lahaye? Lahaye. Lahaye, OK. Fait que le Y, c'est un... Comme la Cour internationale des méchants en Hollande. Hey, Michel, avant de rentrer dans le podcast, gang, il était en train de me dire ce qu'il faisait. Puis écoutez, là, je ne vous cacherai pas, je l'ai noté. Biologiste aquatique, chroniqueur pour 100% chasse et pêche. Il fait aussi des chroniques dans la presse plus, quelques commentaires. 30 ans, guide de chasse dans l'Est de l'Ontario au niveau de la sauvagine, Michel. Il est fabricant d'appos. Il a recommencé à faire des appos. Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un appôt, là, je vous montre ça. Bien, celui-là, il est en plastique. Là. D'après moi, c'est pas toi qui l'as fait, celui-là. Moi, c'est... Tu les fais en... Je les tourne plus, je les fais tourner, mais c'est toujours moi qui les assemble. OK. Que juste des pièces sonores à l'intérieur. Il donne des cours d'appel de canard et de bernache. Il fait des salons depuis 1996. Oui. Y a-t-il autre chose, là? Ben oui, je suis pêcheur commercial aussi. Ah, OK. Ben, je savais qu'il y en avait d'autres. Je savais que ma séparation récente, j'ai vendu un permis au Québec. J'ai gardé un petit permis au Verveux dans l'Outaouais, en Ontario. OK, parce que tu fais de la pêche au saumon? Je faisais de la pêche à l'esturgeon. À l'esturgeon? L'esturgeon jaune dans le lac Saint-Louis. OK. Et ça demande trop une installation costaud. Vu que j'ai perdu ma poissonnerie, je ne veux pas m'en faire une à mon âge. J'ai juste gardé le petit permis que là, ça ne prend pas grand-chose pour préparer le poisson. Bien, Michel, parle-moi donc de ça. Sauvagine MLH. C'est quoi ça, Sauvagine? Bien là, je vais dire le .com là, pour que les gens puissent aller voir sur ta page web. Mais c'est quoi? Page Facebook aussi. Bien, c'est mon service de guidage. Tu sais, en me séparant, il y a 2 ans, j'ai vendu mes actifs de mon entreprise que j'avais en environnement depuis 38 ans. Et ça fonctionnait très bien. Et avec mon nouvel emploi de directeur en expertise aquatique chez Stantec, ça fonctionne aussi très bien. C'est lucratif. Pour un biologiste, c'est des bonnes conditions. Mais le guidage, je l'ai dans le sang. J'ai fait ça depuis que j'ai 19-20 ans. J'ai tout mon réseau de permissions de chasse. Je fais mes propres caches. Je fais mes propres appos. Je renipe mes propres appelants. Je les veloute, pour ne pas dire floc en anglais. Je les veloute avec ma méthode. Ça va bien. Les gars, ils ont du fun. Fait que je ne peux pas arrêter de guider comme ça. C'est sûr que j'ai diminué avec mon nouvel emploi de 40-45 groupes à 20-25. Mais je continue de le faire. Donc, sauvaginemlh.com, c'est le service de guidage à Sauvagine, principalement à la bernache, dans l'Est de l'Ontario. Les cours d'appel, puis la fabrication d'appos. Ouais, juste un instant. Sadi, on coupe ce bout-là. Ça sera pas long. Sadi, tu peux-tu baisser le son du range, s'il te plaît? Baisser le son du range, c'est vraiment trop fort. J'entends dans mes écouteurs. Fait que tu pourras couper ce petit bout-là. Puis je l'ai dit, Sadi, on va couper. C'est bon, merci. Okay. On va juste attendre qu'il ait baissé le son du range, là, parce que... C'est quoi le bruit qu'on a entendu? Dans le fond, c'est parce qu'il tire au laser. Fait que ça fait vraiment le son d'une arme à feu. Puis des douilles qui tombent à terre. Puis il y a même des flashs. Puis, ah oui. Ouais. Donc, on reprend. Tu guides principalement dans l'Est de l'Ontario. Oui, bien, anciennement, avant les années 2000, je guidais aussi au Québec. OK. Le problème au Québec, c'est que la propriété... C'est le problème au Québec? Oui. Mais il n'y a pas juste au niveau de votre occupation. Les armes à feu, oui, c'est ça. Permissions, pour les permissions de chasse, c'est compliqué. Okay. Il y a toujours quelqu'un qui va rentrer sans vraiment avoir la permission, qu'il a eu du beau-frère, du cousin, de la veille, de l'année passée. Puis il rentre. Le problème au Québec, c'est qu'un bylaw de no trespassing, il y a un règlement de violation de propriété. OK. Mais c'est le propriétaire qui est obligé de faire des poursuites pour le faire respecter. En Ontario, c'est ce qu'on appelle en français un bylaw. Ça veut dire que ça le court. C'est la couronne qui donne l'étiquette. C'est la couronne qui contrôle ça. Okay. Si tu te fais prendre avec pas la permission sur une terre privée, bien, tu as une étiquette. Si tu vas contester l'étiquette, c'est démontrer que tu es coupable, bien, c'est un outrage au tribunal. Oh, OK. Fait que disons que les gens, ils pensent à 2 fois avant de s'introduire sur une terre agricole en Ontario sans avoir une bonne permission. Parce que pour avoir des impacts... Puis il y a un autre bylaw qui est vraiment intéressant, c'est le No Hunting Disturbing. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de déranger un autre groupe de chasseurs. Ah ouais. Donc, dans le No Trespassing bylaw, tu as l'obligation d'avertir la veille ou l'avant-veille ton fermier où tu vas être exactement, et à quelle heure. Lui, pour lui permettre, lui, de gérer ça.
pour pas qu'il y ait d'interférence. Ça a été beaucoup mis en application pour le chevreuil, la serre de Virginie, qui est populaire dans l'Est de l'Ontario, mais ça s'applique aussi pour la bernache dans les champs. Donc, ces deux bails-là me donnent une paix, une conscience tranquille quand je vais me coucher le soir. Parce qu'avant, il fallait quasiment que tu dormes devant le champ jusqu'à noirceur pour pas personne rentre dedans au Québec. Pour ramper les oiseaux et les tirer. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le long de l'Outaouais, comme le long du fleuve Saint-Laurent, il y a beaucoup de grandes réserves naturelles, des parcs nationaux, où les oiseaux vont dormir la nuit. Donc, ça nous fait une source d'oiseaux constante qui voyagent du parc jusqu'aux terres agricoles. D'ailleurs, quand j'ai racheté ma maison, je restais à Tressé-Rédempteur à Rigaud. Quand j'ai racheté, tu connais le coin? Oui, j'ai resté à Sainte-Marthe. Ah oui, bon, tu connais bien le coin. Oui. C'est de là qu'il vient ta belle façon. Probablement, oui. Je vais même te donner un petit insight. J'ai été la première femme engagée à la caserne de pompiers comme pompier à temps partiel à Sainte-Marthe. Ça va te surprendre si je te dirais que ça m'impresse. Je suis pas étonné du tout. Je suis pas... j'ai aucun étonnement là-dessus. Tu me dis ça, puis je le vois très bien. Alors, j'ai déménagé à l'Ontario en 2004 pour ces deux raisons-là, pour le respect des terres privées et parce qu'il y avait une bonne abondance de bernache, qui est mon oiseau fétiche. Est-ce que tu penses que ce genre de règlement-là, ce genre de loi-là, peut-être pas nécessairement en mettant ça dans les mains du procureur, parce qu'ici au Québec, c'est des procureurs, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être bon autant pour les chasseurs que pour les cheptels si on importait ce règlement-là au Québec? Bien, en fait, ça existe. Ces deux bails-là existent, sauf mais que c'est le propriétaire à faire l'application. Mais est-ce que le propriétaire a vraiment envie de s'embarquer dans des poursuites juridiques, puis avec tout ce qui vient avec, bien donc c'est ça. Non, puis le problème, c'est que quand tu fais, si ça arrive que tu as l'interférence, tu vas te plaindre le propriétaire, souvent il va mettre tout le monde dehors. Ça va être fini, les permissions ça va être fini, de chasse puis il n'en donnera plus, pour tout simplement. Oui, il y a plusieurs places que je connais, c'est ça qui est arrivé. Dis-moi, Michel, tu sais, bon, tu le sais, quand je suis allée te rencontrer à ton kiosque, je t'ai dit que, bon, on était un podcast principalement de tir pour les propriétaires d'armes, mais on est aussi, bon, une mission d'éducation et de relève. Oui. Puis on a parlé, toi puis moi, de la relève dans la chasse. Puis tu m'as apporté une opinion, une histoire, des commentaires qu'on t'a donnés qui sont excessivement pertinents. Puis je tiens quand même à mentionner, tu sais, que oui, on est un podcast de tir généralement sportif, de chasse et d'armes à feu. Mais tu sais, comme on dit avec la relève, moi, ce que je veux démontrer avec ces intervenants-là qui me permettent, qui me donnent du temps, puis merci beaucoup. Ça fait très plaisir. C'est de voir que les décisions gouvernementales qui sont prises en lien avec les lois ont des impacts sur nos industries, mais même nos industries que souvent on voit moins. Hein, les grandes comme les petites, comme la mienne, c'est une petite entreprise, une micro-entreprise. Raconte-moi ce que tu me disais par rapport à ta relève, Michel. Ben oui, moi, comme tu as vu, je suis tout blanc. Ça fait longtemps que je guide. Tu vois, mes apôts, si tu regardes mes apôts, ils sont bien usés. Ça fait longtemps que je fais ça. Moi, je suis un gardeur. Je garde mes vieilles affaires. Alors, mes vieux clients, j'aime ça les garder, mais là, j'en perds à chaque année de cause naturelle parce qu'ils deviennent trop âgés. Ils ont des limites physiques qui fait que même si j'ai des portes en camion à côté de la cage, même si j'ai des bancs, même si on chasse assis dans des cages debout, c'est le confort total, à un moment donné, il vient que ton physique t'empêche. Oui. Puis là, je perds beaucoup de clients chaque année. Je te dirais, depuis 10 ans, quasiment 60 de ma clientèle, je l'ai perdu de cause naturelle. Quand même. Mais il y a eu un petit engouement, le 6-7 ans, de jeunes relèves, des jeunes hommes professionnels entre 27, 28 ans et 40 ans, qui se sont présentés pour être des nouveaux clients. Et en les pistonnant, souvent, c'est des demi-groupes, qui sont 2 ou sont 3. C'est jamais des groupes de 5 ou 6 comme je guide. À un moment donné, je leur ai demandé, vous avez l'air comme, je guide des chirurgiens, ou je guide des comptables, ou des jeunes avocats. Oui. Bien, ils ont une gironde sociale, professionnelle, sociale assez grande, ces gens-là. Alors, je leur demande, vous n'avez pas des amis? Tu es en train de former un groupe fermé pour avoir votre propre groupe? Ce qu'ils me répondent, c'est que ils trouvent ça compliqué, les jeunes personnes, femmes et hommes, de commencer à chasser avec toutes les étapes, les cours, après ça, les permis d'acquisition, après ça, les restrictions qui s'en viennent. Alors, ils disent ça déjà là. Avant même d'entreprendre la démarche. Oui. Ils trouvent que c'est lourd. Si tu rajoutes des trucs
comme ce qui s'en vient, là, comme ce que tu défends. C'est 21, effectivement. Bien, c'est sûr que tu vas les perdre, ces gens-là. Ouais. Ces jeunes personnes-là, ils ont des bonnes charges mentales. Souvent, ils ont commencé une petite famille. Ils ont un métier de haut niveau ou pas. Mais en tout cas, ça ne leur tente pas de se casser le basic, comme on dit en français. Fait que je les aurais pas. Cette relève-là, je ne l'aurais pas. Parce qu'ils vont trouver ça trop compliqué. Il y a le coût aussi, j'imagine, des armes à feu, des munitions, Tout ça qui a ensemble. vraiment beaucoup augmenté au cours des dernières années. Oui. Fait que rajouter à ça la complexité de suivre les cours, la CCF, MAF, la demande de permis, et ainsi de suite. Fait que toi, tu constates que, justement, tu avais des groupes de... Ben moi, je suis un scientifique, hein? OK. Alors, je te parlerai pas de mon impression ou je ne ferai pas de spéculation avec toi. Je te rapporte ce que j'ai entendu, je te rapporte des faits. Ouais. Dans ces jeunes groupes-là, j'en ai 6 ou 7 jeunes groupes qui commencent. Là. Ce qu'ils me disent, c'est que déjà, leurs amis trouvent ça déjà compliqué à devenir chasseur. Imagine si tu en rajoutes. Ça, c'est de la spéculation, mais on peut dire que c'est une démarche linéaire, logique. Imagine si tu en rajoutes déjà que là, ils trouvent ça dur, ces gens-là. Puis c'est pas des gens qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de moyens. Non. C'est des gens très bien éduqués, avec une belle intelligence. Mais aujourd'hui, notre charge mentale de tout ce qui nous entoure est déjà assez lourde. Ils ne veulent pas en rajouter. Je suis d'accord. Fait que là, moi, je suis convaincu, au dire de ces gens-là, que je vais perdre plus que 80 de relève des nouveaux jeunes gens qui voudraient chasser. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire, tu sais, comme nous, là, avec la Coalition canadienne sur les oies aux armes à feu et tout ça, notre présence au Québec, notre présence à travers le Canada, puis l'appui des différents, dans le fond, des gens qui ont des permis et qui sont chasseurs ou tireurs. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour les encourager, en fait, à continuer à persévérer, d'aller découvrir qu'est-ce que c'est, justement, la chasse à la sauvagine, puis peut-être de trouver des trucs pour amenuiser la situation? Bien, je te dirais qu'une des pistes de solution, c'est le mentorat. OK. S'ils peuvent se trouver un bon mentor, que tout ça, qui a fait toutes les démarches, qui va les guider là-dedans, qui va les aider. Ça va rendre ça peut-être un peu plus léger. Ben, tu sais, le cerveau humain, on marche comme ça. Hein? On a une commode, on rouvre bien des petits tiroirs. À un moment donné, là, la commode nous tombe dessus. Là, il y a un mentor qui arrive, lui, il ferme tous les tiroirs. Il en rouvre juste un à la fois. Il t'apprend à en ouvrir un à la fois. Règle ça. Après ça, on va régler ça. Ça, c'est sûr que le mentorat, l'accompagnement, la commode, moi, je m'en sers beaucoup. À un moment donné, j'avais 5 entreprises. Fait que, avec beaucoup de logistique, il fallait que je me serve du principe de la commode. Mais s'ils peuvent avoir un mentor qui les accompagne, et même les associations, même les groupes, là, des jeunes personnes, trouvez-vous des seniors, des mentors qui n'ont vu d'autres, puis qu'ils vont faire comme mon père m'apprenait. Mon père m'a appris, si tu as à te battre contre un gros système, bats-toi pas de front. Sers toutes ses faiblesses, puis joue là-dedans. Tripote là-dedans, puis tu vas arriver à tes fins. C'est ça qu'il faut faire. J'aime ça. J'adore ça, Michel. Écoute, Michel, je te remercie infiniment du temps que tu m'as accordé aujourd'hui puis que tu as accordé à notre... Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Écoutez, si vous voulez avoir des renseignements, c'est sauvaginemlh.com. Donc, on va mettre les informations là, dans le commentaire principal du podcast. C'est gentil pour la visibilité. Puis, il y a le site web, il y a la page web que je ne m'occupe pas bien mais je vais y sinon, voir. On peut te retrouver sous Sauvagine MLH sur Facebook, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, puis j'imagine que tu mets du contenu aussi, tu alimentes ta page. J'ai recommencé à nourrir mon petit bébé. Bien, il n'y a pas de problème. Il s'amenait rachidique un peu. Si vous avez envie de vivre ça, si vous avez un groupe d'amis, vous avez envie de vivre ça, puis que vous avez envie d'aller rencontrer Michel, qui est très sympathique, Éric aussi d'ailleurs, très sympathique. Ils ont vraiment une belle équipe. Donc, je vous invite à aller voir le site. Sinon, je peux vous laisser le numéro de téléphone aussi en commentaire. Là. Donc, j'ai la carte d'affaires. Je vais pouvoir vous donner tous les renseignements. Donc, encore là, merci encore, Michel. Salon. Je ne sais pas si tu as beaucoup comme des gens que tu interviews qui te font le câlin puis la bise, mais moi, j'écoute te faire une bise. Ben oui, certainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée. Merci. Bye. Bye-bye.